Moi, depuis que je suis gamin, je veux faire tout ce que je fais maintenant. Je veux faire du dessin animé, je veux dessiner du cul, je veux faire du BD, je veux m'amuser plus que me faire chier. Pour l'instant, je suis content, ouais. En plus, là, il y a vraiment... c'est pas comme si, j'ai trouvé un travail dans le dessin, je fais des props sur Ladybug. Rencontre et discussion avec le virtuose Balak pour la première du Cozy Talk. On parlera de Bobby Pills, de Black Pills et de leur création, Pipoudou, Vermine, Crazy Song, etc. On parlera aussi de sa carrière, de ses envies, de Last Man bien sûr, de ses dernières lectures manga et de la vie en général. Le Cozy Talk, le podcast avec en invité Balak, c'est parti. Comment ça se passe, Bobby Pills? Parce que j'ai vu qu'il y avait Bobby Prod. Et c'est quoi la différence entre Bobby Pills et Bobby Prod? À l'origine, la Bobby Pills, c'était pour créer des contenus exclusivement pour la plateforme de diffusion Black Pills. Ouais. Qui est à la fois producteur et diffuseur, comme c'est le cas de trucs genre Cartoon Network par exemple. Ouais. Et c'était pour différencier avec Bobby Prod. Pour Bobby Prod, on a d'autres clients, d'autres chaînes comme Arte, Canal+, France Télévisions. Donc c'était pour différencier bien les deux activités. La différence est de plus en plus ténue puisque Bobby Pills, Black Pills n'est plus distributeur, il est juste producteur. Ah ouais, d'accord. Puisque l'application a fermé. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que du coup ça continue, enfin, comment ça se fait quoi? En fait, du coup, vu qu'il n'y a plus de plateforme de diffusion, Black Pills et Bobby Pills donc, ne sont plus que producteurs, coproducteurs, voilà, des contenus, et donc on doit chercher des nouveaux diffuseurs pour pouvoir diffuser nos contenus, quoi. Captain Obvious. Et du coup c'est assez similaire de Bobby Prod, on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure. Ouais. Donc à terme je pense qu'il y aura une fusion des deux. Voilà, enfin, j'ai juste à dire que c'est Bobby, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais toi, dans Bobby Prod et Bobby Pills, c'est toi qui as créé les deux? Ah, j'ai rien créé. C'est David Alric qui a tout créé, le grand Manitou, le producteur, celui qui vend sa maison pour pouvoir que Cassos soit fait. Non, c'est David Alric à l'origine qui a monté cette boîte avec un associé qui n'est plus là depuis. Enfin, il est pas mort. Hein. Ah ouais. Il n'est plus là. Il est parti. Il s'est retourné et puis il était plus là. C'est donc David qui a monté ça, et à l'origine c'était pour faire de l'anime, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire de l'anime jeunesse, et il n'avait pas placé ses projets. C'est vraiment une toute petite boîte Bobby Prod, vraiment. Ouais. C'était 2 personnes, quoi, et puis des dossiers. Et à l'époque il faisait appel à moi quand j'étais encore au Gobelin, que je venais juste de sortir des Gobelins. Ah ouais, donc il y a très longtemps. Il y a très tu vas te calmer, ça c'est très impoli de dire ça. Oui, il y a quand même pas mal de temps, et j'ai fait quelques pilotes pour lui, animés, parfois même pas animés, enfin voilà, il essayait des choses, et ça ne marchait pas. Par contre, du coup, il y avait un pilote qui était à l'origine un pilote pour enfants qui s'appelait Blurp, qu'il avait fait avec... Ah oui, c'est vrai. À l'époque, c'était déjà... Enfin, Alexis avait déjà bossé dessus, et puis des scénaristes. Et ça ne marchait pas, et David a eu l'idée vraiment de transformer ce concept pour enfants en concept pour adultes, et ça a donné les Cassos. En fait, il a fait appel à El Diablo et à moi pour pouvoir recréer le concept de Blurp, et puis ça a donné donc ça, les Cassos. Et puis ça a galéré pendant quelques temps, et on a réussi à faire une saison 1. C'était pas gagné, vraiment, avec 3 francs 6 sous. Je suis vieux, hein, donc c'est pour ça que je dis des trucs genre 3 francs 6 sous. Le pire, c'est que ça me choque même pas. Parce que t'es vieux aussi. Parce que je suis vieux aussi. Mais du coup, suite à ça, il a fait une saison 1 qui a eu un succès d'estime, on va dire. C'est-à-dire que quand on dépassait les 50 000 vues, on savait le champagne. Chose qui a été, ça a été vendu donc à Canal+, web, très important. Les gens ont tendance à croire que les Cassos a été diffusé sur Canal+, genre la télé et la chaîne. Non, c'est faux, il n'y a jamais eu les Cassos sur... Et surtout, au niveau monétaire, c'est pas pareil entre le web et la télé. On est sur une échelle de 1 à 1000, de 10 000, de 30 000, 1 milliard. C'est-à-dire que, par contre, c'est l'éternel dilemme, c'est comme la BD. Tu vois, la BD, il n'y a pas beaucoup d'argent et tu as une liberté quasi absolue. Et là aussi, l'animation adulte sur le web, il n'y a pas beaucoup d'argent et tu as une liberté quasi absolue. En tout cas, c'était beaucoup plus libre à l'époque, beaucoup moins maintenant, puisque la censure est quand même beaucoup plus présente sur YouTube notamment. Même si elle était déjà là, quand même, c'est quand même assez vénère.
Donc on est beaucoup plus libre, pas beaucoup d'argent, beaucoup de liberté. Voilà, c'est l'équation. Et ça a donné ce truc qui ne serait jamais passé à la télé, c'est sûr. C'est sûr, ouais. La saison 1, donc marchouillait, voilà, on avait beaucoup de pouces en l'air, très peu de pouces en bas, mais au fond ils étaient 14 à regarder quoi en fait. Et David a quand même bataillé pour qu'on fasse une saison 2 auprès de Canal, et au bout d'un moment il était tellement casse-couille, tellement morbac que les mecs ont fait tiens mais là t'es 10 roubles, vas-y fais-la ta saison 2, et arrête de nous appeler tous les jours parce que c'est gênant. Comme quoi il faut être tenace. Hein. Ah mais il faut, tu fermes la porte, tu rentres par la fenêtre, etc. Il faut être tenace. En fait rien ne t'est donné dans ce monde. Il faut se battre, tout ce qui compte t'a coûté. Voilà, j'ai dû voir ça dans un shonen, je sais pas. Ah peut-être. Mais du coup, il y a eu la saison 2 qui a été lancée, et puis c'était au milieu de la saison 2, je crois, que le sketch des Teletubbies ou du Lapin du métro, que ça a littéralement explosé, parce que tout à coup ça a touché, je pense, les gosses de 11-12 ans. Et on sait maintenant que les gens qui font et défont les choses sur internet sont les gosses de 11-12 ans et les névropathes. Les névropathes, les névrosés, les sociopathes, d'accord. Et les gens qui passent leur temps à gueuler sur Twitter. Ça s'est fait comme ça, voilà. Il y a un moment, il y a des ados, on va dire, qui ont trouvé ça marrant. Notre erreur sur la saison 1, ça a été de dire la cible, c'est les trentenaires. Apparemment, pour que faire un truc qui marche sur internet, les trentenaires, c'est pas ça, il faut faire un truc... c'est plus petit, voilà, adolescent. On le voit avec, ça s'est vérifié, avec les youtubeurs, leur moyenne d'âge, c'est 10-11 ans. Les jeux type Fortnite ou trucs comme ça, ceux qui font la pluie ou le beau temps, c'est vraiment ces espèces de petits mongolitos qui n'ont pas le droit de vote. Non mais en fait, ce qui est quand même drôle, parce qu'à l'époque, quand il y avait été, on prenait pas du tout en compte cette tranche d'âge. Du coup, on s'en foutait. Et là, sur internet, en fait, c'est ça, c'est ça qui compte, quoi. C'est ça qui compte. C'est ces petits nains. Ouais. Les petits nains qui n'ont aucun compas moral. C'est la vérité. Il suffit de voir le succès de je te dis, les youtubeurs, ceux qui marchent vraiment, c'est parce qu'ils drainent énormément. Enfin voilà. Et d'ailleurs c'est effrayant parce que quand tu vois que c'est Jake Paul ou Logan Paul qui sont les rois, et que ça rentre dans le cerveau de gamins, c'est là un autre indice du fait que je suis vieux. Je commence à dire les gamins, les jeunes ils regardent des trucs, c'est pas bien. Ils devraient regarder Pipoudou, c'est quand même ça. Au moins ils apprendront quelque chose. Donc voilà, et ça a cartonné, et puis de là, il y a une saison 3 qui a bien marché aussi. Je crois que sur les Cassos, là on est quand même à 300 millions de vues en cumulé. Après il y a eu la BD aussi, que t'as signé. Oui, la BD que c'est pas vendu, c'est pas grave. C'est la BD. Il y a eu la BD chez Delcourt, fait avec des gens très gentils, Marion Amir Gagnant. Comment ça s'est passé après la passation avec Black Pills ? En fait, Black Pills, ils sont arrivés avec l'envie de faire une plateforme uniquement pour mobile, en faisant des contenus courts, un peu edgy. Alors voilà, il y a ce mot qui est lancé souvent dans les contenus edgy. Parce qu'à l'époque, effectivement, Black Pills était arrivé dans le game, où quand Netflix est arrivé, etc. Et Black Pills a dit, ok, moi je vais faire que du contenu mobile. Quoi. Donc, et court aussi. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un en école de commerce qui a dit les gens consomment des contenus audio, vidéo, le temps d'un trajet de métro. C'est ça, c'est 20 minutes du coup. C'est quoi, c'est même pas un peu moins ? Même pas, c'était autour de 10 minutes. 10 minutes, ouais. Je me rappelle des premiers contenus edgy où c'était teenage. Teenage, ouais. C'est teenage. Je dépose cette marque à ta Teenage. Non, ils sont arrivés avec des contenus qui étaient majorité des contenus live. Ouais. Et ils voulaient des contenus d'animation, et donc ils ont regardé qui c'est qui fait de l'animation en France, un peu edgy, trash comme ils voulaient. Et il n'y avait pas 36 personnes, il y avait les Cassos qui faisaient effectivement des beaux scores, et donc ils nous ont demandé à nous de développer des projets, ce qui était super cool, parce qu'on avait littéralement carte blanche pour faire ce qu'on voulait. Ouais. Et on a pris un petit peu, en mode cheval de Troie, et en même temps aussi parce qu'on en avait besoin, le côté edgy et trashos au pied de la lettre. Ah oui, vous voulez des trucs, genre on fait ce qu'on veut, voilà, c'est rigolo, si on met des beats, alors. Et on a poussé le truc, c'est-à-dire dans ses retranchements, mais pas par provocation, juste pour dire ah oui, mais nous si on veut faire un truc qui nous fait rire, effectivement c'est ça. Donc ça donne Vermine, qui est peut-être la plus sage des trois séries. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais qui est quand même assez énervé. C'est une série aussi sur laquelle, du coup, avec Alexis, avec Afi Benamar, qui est le co-créateur de Platane, avec Eric Judor, c'est une série sur laquelle aussi on a appris à écrire un autre format, les Cassos. Parce que nous, avant les Cassos, on n'a pas fait de scénario, on n'est pas scénariste. Les Cassos, on est juste parti du principe qu'on mettait les trucs qui nous faisaient rire quand on était bourré.
C'était le phare d'Alexandrie, le nord que je suivais. Si on rigolait bourré en trouvant les idées et qu'on rigolait le matin d'après quand on était agent, on gardait. Voilà. Okay. S'il y avait une des composantes qui n'était pas là, on gardait pas. Putain, j'imagine les sessions d'écriture. Allez hop. On peut pas imaginer. Et du coup, sur Vermine, ça nous a permis d'apprendre quelque chose. Moi, entre-temps, j'avais appris aussi avec Laurent Sarfati à écrire sur Last Man, la série animée, écrire pour de l'animation, parce que, comme me l'a si bien fait remarquer Laurent quand il est arrivé sur Last Man, la série animée, il a dit c'est sympa votre truc, mais la BD, on est d'accord pour dire que c'est pas vraiment du scénario. Hein. Les scénaristes de BD ne sont pas des vrais scénaristes. Il a pas tout à fait tort. Wow. Mais les scénaristes ne sont pas des vrais scénaristes. Non, du coup, avec lui sur Last Man, c'est vrai que, et Jérémy Perrin, du coup, j'ai énormément appris d'un point de vue purement technique, enfin, toutes ces saloperies qu'il y a dans les livres, comment faire d'un scénario un scénario super, les points de pivot, les Bernard Pivot, j'ai essayé de faire une unité de blagues. Donc on apprend les trucs un peu en mode comment c'est qu'on écrit pour faire des trucs efficaces. Du coup, j'en ai appris des choses, j'ai retiré des trucs, j'en ai jeté d'autres, et puis après, sur Vermine, je crois que... Alors j'ai une mauvaise mémoire, donc. Mais il est possible que sur Vermine, on commençait à appliquer des petits trucs qu'on avait chopé sur Last Man, enfin que j'avais chopé sur Last Man. Et sur Pipoudou, alors par contre pas du tout. Là c'était... En fait je dis pas du tout, mais c'est vraiment pour la vanne, parce que non, on applique même ces principes-là, même sur Pipoudou, même si ça se voit pas. Bah une narration sur Pipoudou. Il y a une narration les gars, et oui, parce que allez-y, faites-le votre dessin animé où il y a juste une bite. Bah oui, il y a quand même une narration, t'apprends quelque chose, un contenu pédagogique entre guillemets. Il y a un contenu complètement pédagogique, éducatif, voilà, et même les cassos, j'ai envie de dire... Une certaine narration, parce que dans les cassos, en tout cas, non mais sans droit, si tu regardes, il y a une évolution des personnages dans certains persos. Il y a complètement un arc et des flèches narratifs, oui, tout à fait. Oui. Je sais jamais si on dit un arc narratif ou une arche narrative. Je crois que c'est un arc narratif, je crois. Voilà. Si vous voulez, on donne des cours de scénario à Bobby Pills. Et de langue française. Qu'est-ce que... Donc, en fait, une arche... Une arche, là. Je reviens sur... C'est là où on met les animaux. Ouais, c'est ça. Quand Dieu ouais, c'est ça. Et une arche, c'est quoi? Non, mais ça, une arche, ce serait... Et l'arche d'alliance, Indiana Jones. L'arche d'alliance, c'est quelque chose que tu portes, ou qui est porté, une arche. Du coup, un arc, c'est quelque chose que tu passes. Putain, attends, voilà. C'est quoi on va te poser une question, je vais regarder sur Wikipédia. Non, du coup, sur Pipoudou... sur Pipoudou, comment c'est... Ok, Google. On dit arc narratif ou arche narrative? Toi qui vas pas savoir ce qu'on a. Réponds pas. On dit arc narratif ou archer. On dit arc narratif. T'imagines Story arc. Ah, ouais. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai arche des fois dans la tête qui me vient. Je vais essayer. Parce qu'en fait, t'as envie de porter l'histoire avec toi-même. Du coup, c'est pour ça que t'as l'arche. Peut-être, ouais. Attends. Je vais regarder si ça donne quelque chose si je mets arche. De l'alliance. Narrative. Non, il n'y a pas. Ah, si. Ah, si. Une arche narrative. Arche narrative, tu vois. Ah bon? Eh oui, il y a les deux. Ah ouais? Je pense que tout le monde est paumé. Tout le monde fait semblant de savoir des trucs sur les scénarios. Et en fait... Une arche narrative. Alors, combien de... non, mais c'est vrai qu'ils disent les deux, les gars. Ah en fait, c'est pour ça que j'étais confuse, parce que les gens disent les deux. Ça se trouve, c'est peut-être... Ça se trouve, c'est un faux ami et tout le monde se trompe. C'est pour ça ce qui est tellement la fiction française. Ah mince, je vais demander à un pote qui est linguiste. Ouais, demande-lui. Ouais. Sur Pipoudou. Ouais. J'étais sur Indiana Jones. Alors sur Indiana Jones, j'ai beaucoup travaillé l'arche narrative. D'alliance. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, parce que... Eh ben écoute, si tu veux aller là-bas, on va faire un combat de vannes pourries. Non, mais en fait, ouais, c'est marrant, parce que dans l'arche narrative ou l'arc narratif d'Indiana Jones, dans je sais plus lequel, c'est que genre, s'il aurait rien fait, c'était pas... C'est ça, mais ça, je l'avais vu dans Big Bang Theory. C'est pas vrai, ils l'ont dit dans Big Bang Theory. Ouais, ils l'ont dit dans Big Bang Theory. Putain. Effectivement, j'ai revu après, j'ai fait attends, c'est pas vrai. En fait, Indiana Jones, je crois que c'est dans l'Arche d'Alliance. C'est dans ouais, c'est ça. Je crois qu'il ne sert à rien en fait. Ouais. Parce qu'en fait, les nazis auraient trouvé l'Arche sans lui. Et même la fin. Pas gagné sans lui non plus. C'est ça. Ben voilà. C'est ça. Et même en fait, quand il y a le soleil qui arrive et tout, qui brûle tout le monde, en fait, il est pour rien. Il est juste là, il regarde. Donc en fait, dans toute l'histoire. Connard, cet Indiana Jones. Putain, escroc, hein. George Lucas, Steven Spielberg, bande d'escrocs.
Donc voilà, tout ça pour dire que les points de pivot, les arches narratives et tout ça, à partir du moment où t'as un fouet... Ah bah ouais, c'était un pistolet et un charisme. Un charisme, mais on rigole, mais c'est vrai que ce qui compte avant tout, ce sont les personnages. Ouais. À partir du moment où tu construis bien tes personnages et que tu peux les jeter dans n'importe quelle situation, hein, y compris tu peux les jeter d'un avion dans un canoë. Putain, ça, je déteste cette scène. C'est dans le 2 celui-là. Hein. Je crois que c'est dans le 2, ouais. Non, le 3 il est génial. Non, c'est dans le 2, oui. Le 3 c'est Sean Connery, ouais. Ah, il est trop bien celui-là. Non, dans le 2, ouais, il y a cette scène où tu sais, je le regarde, je fais putain, les gens se sont pété une durite sur le 4. Il y a des aliens. Non, mais regarde le 2, il y a des trucs, c'est de la grosse chiasse purulente, quoi. Tu l'as vu avec ton cerveau de 12 ans, et là maintenant t'en as 32 à dire sur internet que les films qui sont pas faits pour les gens de 32 ans mais pour ceux qui ont 12 ans comme tu l'as vu à l'époque, c'est pas bien, c'est pas aussi bien. Moi je dénonce. Tu dénonces. Ah si, je dénonce aujourd'hui. On était pas. Non, on était parti sur Pipoudou. Mais, ah oui. On a dérivé sur. Indiana Jones. Je trouve ça marrant le parallèle entre Pipoudou et l'Arche de l'Alliance. Ouais, et puis il y a Crazy Young aussi, du coup, une autre série, pour le coup, n'a pas été diffusée puisque la plateforme a été retirée avant. Et la série, grosso modo, sert. Enfin voilà, Black Pills, donc production, essaye de la vendre à un diffuseur. Et là, depuis quelques temps, c'est là qu'on se rend compte à quel point on le savait en le faisant. On savait que on avait une chance monstrueuse de faire exactement ce qu'on veut avec absolument zéro censure. Donc là, on se prend la réalité de la vie dans les dents là depuis quelques temps. C'est-à-dire que nos séries, on est passé d'un slogan qui est oui, nos séries ne devraient pas exister. C'est pour ça qu'on les a fait. Juste, nos séries ne devraient pas exister. Donc on est un peu. Si, enfin, elles ont le mérite d'exister, mais maintenant il faut qu'elles soient. Il faudrait qu'elles soient vues. Alors ouais. Pipoudou, on le diffuse nous-mêmes, puisque là, on a compris au bout d'un moment que c'était indiffusable, enfin n'importe où en fait. Ça a été diffusé sur Black Pills, ouais. Et après ça a été diffusé sur YouTube. Ouais, et 3 semaines, ouais. 3 semaines, et sur YouTube, en fait, est-ce que vous avez eu un mail de YouTube ou un genre, ou non, genre ça a juste été on a eu des strikes habituels, on a eu 1, 2, 3 strikes out, tu sais, c'est 1, 2, 3 strikes, tu te fais qu'il était la fait. chaîne, ouais. Mais après, sur YouTube, on savait très bien. Mais c'était quoi, ils te disaient quoi, contenu pédo... Enfin, ils te disaient non, quoi? c'était pas conforme, fallait pas sortir. Ah, juste conforme? Fallait pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est parce qu'il y avait des beats quand même. Non, oui, voilà, c'est pornographique, ouais. En fait, le truc avec Pipoudou, c'est tout simple, hein. C'est juste parce qu'il y a des beats qu'on peut le mettre nulle part. C'est pour ça que je suis très énervé en général contre l'animation dite adulte américaine, voilà, parce qu'on est vraiment dans exactement ce que c'est que l'Amérique, c'est-à-dire, j'adore South Park et j'adore un truc comme ça, mais c'est vrai que pour que ça soit adulte, il faut que ça soit moche, et il faut qu'il y ait surtout pas de zizi. On peut dire sans des trucs crado, mais jamais les montrer. On peut aller dans la violence, mais jamais le sexe, et ça c'est une constante, hein, que tu travailles sur Total Spice il y a 20 ans, que tu travailles dans l'animation dite adulte aujourd'hui, le sexe reste un problème, malgré ce que les gens sur les réseaux sociaux semblent croire, que genre le sexe est partout, c'est trop facile de faire du sexe en adulte et tout ça en adulti. Non, c'est un truc, c'est tricard, tu fais vraiment du cul, t'es tricard, point à la ligne, et on s'en rend bien compte. Ou alors t'es sur du cul, voilà, t'es sur des plateformes oui, mais du coup voilà, et on a moins de revenus qu'une mauvaise cam girl, ouais. Le cul animé, bizarrement, ça marche pas. Enfin, disons que c'est pas un argument de vente, c'est-à-dire que grosso modo on fait pas ça pour l'argent, parce que ça nous fait plaisir. C'est vraiment ça, c'est un projet passion, hein. C'est vraiment juste mais sur Pipoudou, c'est pas du cul juste pour du cul non plus, il y a aussi un contenu. Il y a aussi ça, ouais. Il y a quand même du cul pour du cul parce que c'est bien aussi. Mais il y a aussi et surtout c'est surtout de l'humour. Enfin, c'est une série d'humour et qui est aussi par accident, parce que c'est le concept qui est aussi éducatif, mais on a voulu prendre le côté éducatif au pied de la lettre. Pas sur tous les épisodes, hein, faut pas déconner, mais voilà, c'est-à-dire de profiter aussi de ce truc de l'animation adulte qui est outrageante, tout ça, et que généralement t'en sors avec pas grand-chose derrière. De profiter de ça pour aussi apprendre des trucs. Nous-mêmes d'ailleurs en la faisant, et puis aux autres, tu sais, en gardant une énorme connerie. En fait, c'est l'équivalent d'avoir une grosse blague de tonton en fin de repas à base de bites et de nichons, sauf qu'il y a quand même un truc ultra important pour ta vie sexuelle dedans. Et tu t'en rends pas compte, tu sais, tu fais tonton qu'il est con, il a trop bu. Et sauf que de vérité. Il y a un truc, tu te rends compte que ça va te servir toute ta vie. Je pense que j'écouterai le blague de tonton avec. C'est une blague de tonton éducative. Et Vermine, ça continue d'être diffusé. Non, c'est plus diffusé, Vermine. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a plus de la forme Black Pills, il y a plus de. Il n'y a pas de Vermine non plus. C'est-à-dire que Vermine, ça a été la première des séries qu'on a diffusée sur Black Pills, qui a cartonné d'ailleurs. Parce que oui, pour que l'histoire soit belle, il faut que, en plus, tu vois, avant que l'application ne ferme, c'est-à-dire qu'on sort
deux de nos premières séries sur lesquelles on a travaillé pendant un an, Vermine et Pipoudou, et que sur la plateforme, pour tous les utilisateurs qui étaient sur cette plateforme, c'était des cartons monstrueux. On a défoncé en termes d'audience tout ce qui se faisait sur Black Peas en live, en non-fiction, tout ça auparavant. C'est-à-dire que vraiment, oui, ils avaient raison. L'animation un peu comme ça, un peu folle, qui n'a pas peur de foutre une double pénétration à partir du moment où on apprend quelque chose en s'amusant. Et puis à partir du moment où c'est bien écrit, parce que tu vois, des séries comme Vermine sont particulièrement bien écrites. Je dis pas ça parce que j'écris dessus, hein, je dis ça parce que c'est vrai. Et non, à partir du moment où c'est plutôt bien fait et on rigole bien, en dessin animé, les gens sont au taquet. Plus que d'aller voir la série Kev Adams, je ne sais quoi. Mais malheureusement, on était un petit peu les borgnes rois, royaume des aveugles. Et Vermine, du coup, il peut pas trop diffuser sur YouTube ou sur... Si, on aimerait bien, on verra ce qu'on peut faire. Moi, j'aimerais bien la mettre sur YouTube parce qu'elle a moins de chances de se faire striker que Pipoudou. J'aimerais bien qu'on la mette aussi, comme pour Pipoudou, on a fait notre site dédié, on a 2 millions de putains de vues sur notre site. On a fait un site fermé à nous, voilà, où on a mis tous les épisodes en français et en anglais parce qu'on les a doublés en anglais ici d'ailleurs. Et on a tout mis ça sur notre petit site fermé, genre un site internet en 2019 qui va sur un site internet. Personne, bah là on a fait nos 2 millions de vues en, je sais pas, en 6 mois là. Je sais pas parce qu'on a mis moins de 6 mois. Donc c'est cool. C'est-à-dire que ça fonctionne quoi. Ça veut dire que voilà, avec nos petits réseaux, avec notre petit compte Twitter et notre petit compte Facebook, quand on met des trucs, là, regardez, bah, les gens ils partagent, ils trouvent ça gaulerie, ils montrent à leurs voisins. Et donc on aimerait bien que voilà, d'une Vermine soit sur YouTube et qu'on fasse aussi un site dédié pour Vermine et puis après Crysis. On va pas devenir nos propres diffuseurs parce qu'on n'a pas envie de mourir. Ouais. Mais il y a une rentabilité ou pas derrière du coup Pipoudou? Aucune. Ah non les gars, il faut bien que vous compreniez, c'est que là ce qu'on fait ça s'appelle du punk rock en fait. Hein. On joue dans des caves avec des beats. et non, il faut qu'on trouve un moyen effectivement quand même de gagner des sous parce que ne serait-ce que juste pour pas par amour de l'argent mais juste pour pouvoir en fait continuer. Non parce qu'il n'y a pas de pub et tout en fait. Non, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Alors, on regarde les trucs classiques, hein, comment qu'on fait, voilà. Si tu mets des pré-rolls et que ça les pubs avant, ça va faire chier tout le monde. Ouais. Mais ça permet de gagner de l'argent. Donc voilà. Mais il y a pas aussi beaucoup apparemment. Pas énormément. J'ai l'impression que la balance entre à quel point ça casse les couilles aux gens et à quel point ça te rapporte des thunes, c'est pas du tout équilibré. Non, c'est pas équilibré. En fait, ça dépend si tu deviens une sorte de régie. Si c'est toi qui les vends, oui, ça te ramène des sous. Mais si tu passes par une régie X ou Y, non, ça te rapporte rien quoi. Ouais. Mais si c'est toi qui vends tes propres pubs avant de les mettre sur les vidéos, oui, là, ça te rapporte des sous. Ça devient un contenu sponsorisé entre guillemets quoi. Ouais. Mais bon, là après, c'est toujours difficile pour une pub de dire, en fait, je vais mettre des sous. Enfin, quoique, après ça se tente, hein. Mais ça se tente, on essaie de voir avec tous les trucs qui ont pas pour Pipoudou rapport avec tout ce qui est sexualité, choses comme ça. Ces gens ont des sous quand même, parce que les gens font beaucoup l'amour. Pour l'instant, voilà, on espère que ça va donner quelque chose. En tout cas, en attendant, vu que nous, on veut quand même faire Pipoudou, parce que ce qui est chiant, c'est que Pipoudou, on a vu que ça marchait. C'est que les gens répondaient vachement bien à la série. Là où je me disais, putain, on va se faire défoncer, les gens vont dire, bon, bah, super, bande de gros dégueulasses. Alors, ils le disent. Mais il y a derrière ce truc qui a été assez décelé, que je pensais que les gens ne verraient pas ou s'en foutraient, comme de leur première branlette. Il y a un vrai truc. Il y a du travail quand même. Bah oui. Il y a du boulot et puis c'est bienveillant, entre guillemets, même si ce mot a mauvaise presse, on retrouve plus dans la bouche de Patrick Sébastien que... Mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté de faire de l'animation adulte qui est outrancière, tout ça, mais qui est avant tout, en fait, il y a cette volonté de se réapproprier tout ce discours sur la liberté d'expression et le on peut plus rien dire. Tu sais, le truc du on peut plus rien dire et le truc du je suis Charlie et tout ça, où grosso modo, on se retrouve, on est quand même dans une époque sacrément bizarre, surtout quand tu vas sur tes 40 piges, où en fait, des trucs qui faisaient chier les conservateurs à l'extrême droite jusqu'à présent, c'est-à-dire le fait de dessiner des trucs blasphématoires, le fait, d'aller dans l'outrance, le fait d'être un sale gosse. En fait, maintenant, c'est un truc qui est complètement récupéré par l'édit extrême droite, l'édit petit nazi à la manque, les fans de Clovis ou Charlemagne, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc très chiant, quoi, qui moi personnellement me casse les couilles et qui interroge à partir du moment où tu fais de l'humour de toute manière, ou tu crées de manière générale. Quand tu as un discours aussi pesant, tout à coup une chape de plomb vraiment sur tout ce qui est création, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant sur les réseaux sociaux, tu t'interroges quand même. Mais j'allais te poser une question en plus par rapport à ça, parce que toi t'as vécu aussi des trucs, voilà, t'étais au Bataclan et tout quoi. Est-ce que ça t'a changé ta façon de travailler ou pas? Est-ce que plus je sors moins.
Et non, par contre, il y a un truc, c'est que moi j'ai eu beaucoup de chance par rapport à pas mal d'autres personnes qui ont été là-bas, c'est que j'ai un support, j'ai une manière de m'exprimer, d'enlever le pu. Bizarrement, ça a été le cas sur la BD Last Man. Last Man, même si c'est pas, enfin voilà, tu vois, j'ai pas écrit un roman avec marqué Mon Bataclan. Non, c'est en utilisant la fiction et y compris bizarrement Pipoudou aussi. Et j'ai envie de dire même et Vermine et à peu près tout ce qu'on fait. Monsieur ici, Flap aussi. Tout est un petit peu pénétré par cette expérience, mais de manière un petit peu, je sais pas, plutôt positive en fait. Ouais. C'est très drôle de dire ça, mais en fait non, j'ai vraiment ce truc qu'ont les gens qui, à mon avis, peuvent créer des trucs et sortir des trucs et que les gens les regardent et voilà. Sorte de catharsis ou complètement, ouais, je pense que c'est une vraie forme de catharsis, et en plus une catharsis qui avance complètement masquée, c'est-à-dire que t'es pas non plus en train de faire une interview sur et alors qu'est-ce que vous allez dire dans mon 13 novembre. Non, t'avances masqué, c'est-à-dire que tu pisses ce que tu dois pisser, tu te purges de ce que tu dois purger, ça te sert de psychothérapie, analyse et tout ce que tu veux, ouais. Et t'as pas les côtés relous qui vont avec, donc voilà, donc je suis très bien loti par rapport à pas mal de gens qui étaient là-bas. Donc plus de création, plus d'amusement en fait dans ta création. Ouais, et puis il y a ce truc, alors les gens disent fais pas bien, mais c'est vrai que tu te jettes un petit peu à corps perdu dans le travail, ce qui est pas plus mal, parce que quand t'as beaucoup de travail à accomplir... Non, si je devais résumer, plutôt positif, ouais. 10 sur 10 sur Yelp, je le referai. très bon concert, vraiment assez inattendu sur... c'est quand c'était vers le milieu, plutôt. Le milieu. Je me rappelle même plus. Mais tu t'es mis à la musique aussi, enfin tu t'es remis à la musique. Non, justement, je faisais pas mal de petites scènes ouvertes et des trucs comme ça, et non, ça c'est fini. Mais par contre, oui, j'ai toujours fait de la musique, donc on fait de la musique sur nos séries, voilà quoi. C'est toi qui fais la musique sur les séries ? Pas toutes, ouais, sur Pipoudou j'en ai fait pas mal, parce que c'était ma série, je faisais qu'est-ce que je voulais, c'était moi qui m'auto-validais. Je faisais, c'est chouette, ouais, je faisais merci. Je savais pas ça. On peut pas te payer, c'est pas grave, c'est la passion. Non, c'est pas vrai, j'étais payé sur la musique. Non, ouais, c'est la musique ici, mais même sur Monsieur Flap, en fait, grosso modo, Brice, Nico qui sont les de Monsieur Flap, même Alexis, même si je crois qu'Alexis n'a pas fait de musique sur ses séries, mais c'est pas rare de voir des dessinateurs, surtout dans l'animation, être aussi musicien. Enfin, musicien, c'est un bien grand mot, voilà, depuis 16 ans, moi je fais du punk, et puis voilà quoi. Mais oui, c'est ce luxe qu'on a de pouvoir, voilà, sur Pipoudou, dire on va faire un épisode en comédie musicale avec Brice et Nico, sur les MST, et on n'a pas à demander à qui que ce soit, tu vois, on fait tout nous-mêmes, on écrit, on compose, on joue, on chante, et puis voilà, c'est emballer, c'est peser, et on a bien rigolé quoi, y compris pour le générique, y compris pour toutes les musiques qu'on doit faire. On n'a plus d'argent pour payer telle musique, et on va la faire. Ouais. Voilà. C'est vrai que là, c'est vrai que là, j'avoue, c'est rentable quoi. Oui, c'est rentable. Pas pour vous, mais en tout cas pour la production, c'est rentable. En même temps, après, tu vois, genre le générique de Pipoudou, il a été fait quoi, allez, combien de temps? Allez, en étant généreux, je pense que 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure en comptant Brigitte qui l'a fait qu'une fois, enfin qui l'a chanté qu'une seule fois. Arrêtez de demander à Brigitte de chanter le générique parce qu'elle ne l'a chanté qu'une fois en fait. On n'a pas fait de répète ni rien. Donc ouais, ça c'est le côté cool aussi qui fait encore une fois que c'est un peu punk rock. C'est cette boîte depuis toujours et encore quoi. C'est qu'on fait un peu tout nous-mêmes. Il y a un côté do it yourself dans tout ce qu'on fait, que ce soit la musique, que ce soit les dessins, que ce soit voilà. C'est vraiment un petit côté. On fait le petit court métrage. Et Monsieur Flap qui est sur France TV Slash. Deuxième saison du coup. Comment s'est retrouvé là? Parce qu'on était sur Studio 4, puis Studio 4 c'est devenu Slash, et puis ils étaient d'accord pour qu'on fasse une saison 2 et 3 même, ils ont commandé 2 saisons. Donc là on est en train de finir la 2e, et puis on enchaîne tout de suite avec la 3e. Ça a commencé. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne YouTube de Slash, et vous pouvez aller le voir aussi sur leur site internet à eux, les trucs où personne ne va jamais, mais faites-le parce qu'ils sont contents. TV Slash, ouais. Après ils peuvent regarder les stats et dire ah évidemment on a fait 12 personnes de plus cette semaine, c'est cool. Qui ne sont pas allés voir Scalp. Que ça soit sur Last Man ou Last Man qui a été produit par un autre studio, par Carvedion Deck avec Je suis bien content, mais avec des personnes qui ont bossé sur Crazy Young aussi ici.
C'est France Télévisions, il y a quand même des gens, c'est des interlocuteurs privilégiés en ce qui concerne l'animation, c'est-à-dire que c'est des gens qui connaissent vraiment l'anime. Pierre Siracusa et Joseph Jacquet en l'occurrence, c'est des gens qui soutiennent des trucs un peu barrés, qui ont une grosse culture de BD, d'animation, de court-métrage, d'indépendants, tout ça, et qui sont là et qui essayent de faire ce genre de contenu, de faire passer ce genre de contenu depuis longtemps maintenant, et puis ils y arrivent petit à petit, tu vois, avec Last Man, avec Flap, avec des trucs comme ça. Donc c'est comme ça, c'est aussi grâce à des gens comme ça qu'on arrive à mettre le pied dans la porte à un moment, quoi. Il y a peut-être d'autres projets avec France TV ou même pas, tu sais pas? Moi j'aimerais bien qu'ils nous arrosent de thunes. Allez, la thune de nos impôts. qu'on se roule dedans après. Mais c'est pas prévu pour le moment. On essaye encore. Je te dis, on cherche des distributeurs, on cherche des gens qui sont prêts. Parce que là, vous avez distribuer. là en production, vous avez Dr Flap. Quoi, ça serait marrant ça. Monsieur Flap, les Cassos qui reviennent. Saison 4 qui reviennent début 2020. Avec Canal toujours. Avec toujours Canal, Ouais. plus que jamais, et avec des nouveaux réals aussi. Mhm. C'est-à-dire que nous, on ne réalise pas cette saison avec Alexis. C'est vraiment deux nouveaux réalisateurs qui font ça, un nouveau pool d'auteurs aussi. Ouais. Il y a, donc William Trébussin, Clément Savoya, Clotilde. Clotilde et Rachid. Voilà, donc c'est une nouvelle pool, c'est super cool parce que du coup, sur la longueur, sur ces petits exercices qu'on a fait, en plus, c'est très simple et en fait très compliqué de faire du sketch. C'est vraiment le truc sur lequel on a fait nos armes avec Alexis, où on a appris l'importance de la mise en scène, l'importance de l'écriture, l'importance du posing, l'importance du timing, sur des trucs qui sont extrêmement bêtes et ramassés à base de prout, mais justement quand t'as un matériau très bête et ramassé à base de prout, bah, faut pas te tromper. La mayonnaise elle est bien faite ou elle est pas bien faite. Ah bah en plus, il faut que tes vannes soient sont timées, le prout il soit timé au moment près quoi. C'est du papier à musique là, Ouais. effectivement. Et puis alors il faut que le prout soit d'une certaine tessiture. Ouais, c'est ça. Sinon c'est moins drôle. Non, c'est une très bonne école parce que nous, ça nous a permis sur ces 3 saisons de faire des sketchs à chier, de faire des sketchs moyens, de faire des sketchs vraiment, vraiment vénères, drôles. Mais on a pu faire nos armes sur ce truc, ce petit matériau qui en plus pour tous les gens est absolument non noble, tu vois. C'est cette espèce de viande achetée à Leader Price en bas avec un gros marque 1 dessus, tu sais, genre oui, bon, on va manger ça nourrit un peu. Le sketch, l'humour, surtout l'humour à base de prout et de caca et de bite, ça permet de faire ces gammes, tu vois, et puis si tu rates, bon, c'est pas très grave, l'important c'est de réussir le sketch d'après. Et du coup, c'est une très bonne école, je pense, pour eux de faire ça. Du coup, ils font un peu ce qu'on a fait. Ils suivent. Ils font des trucs mortels, ils font des trucs à chier. Et du coup, toi, tu regardes aussi à chaque fois ce qu'ils font avant que ce soit. Ouais, là, Alexis et moi, on regarde un petit peu tout ce qui se fait chez Bobby, prod ou Pilz en général. Enfin voilà, on a vraiment un petit droit de regard sur un petit peu tout, qui est plus ou moins appuyé selon les productions, selon les envies aussi des gens avec qui on travaille, avec qui font des pilotes. Plus ou moins, ils ont plus ou moins de besoin. T'es complètement directeur artistique. Oui, avec Alexis, c'est notre titre, c'est ce qui est marqué sur notre fiche de paye, directeur artistique. Ça veut pas dire que vas-y mets plus de bleu, ça veut dire vraiment à tous les niveaux, y compris le recrutement, y compris les stagiaires, y compris. Ah ouais. C'est de savoir qui fait quoi, est-ce qu'on prend un tel, pas un tel, qu'est-ce qu'on fait s'il y a ce problème de prod, et Dieu sait s'il y a des problèmes de prod. Trouver des solutions à la fois artistiques mais aussi humaines et humaines. Donc c'est un petit peu la tambouille que moi j'ai appris sur le tas là du coup pendant ces 1 an et demi avec pertes et fracas. Mais tu fais les storyboards aussi en même temps en plus. Ouais, on fait un peu tout. Bon, on fait le café, on met des pots de peinture quand il n'y a pas personne pour mettre les pots de peinture. Ouais, la musique, c'est un peu... Oui, mais je te dis, il y a ce côté un petit peu, voilà, on fait un peu tout nous-mêmes. Tu vois. Et la semaine, du coup, là, c'est la fin de la semaine. De la BD. Ouais. Ça te fait quoi? Absolument rien, parce que pour le moment, j'ai... il sort en novembre, là. Ça sort le 20 novembre, et en fait, c'est la semaine avec toute l'aventure Bobby, on va dire. Tout ça a toujours été un petit peu un mélange, y compris en même temps aussi, je faisais pas mal de trucs pour Marvel, donc il y a toujours eu... C'est vrai que j'ai oublié ce pan de Marvel. C'est vrai, les Américains. Donc il y avait toujours ce truc où j'étais tout le temps occupé et là, tout à coup, il y a cette énorme... parce que ça fait 7 ans quand même, Batman, qui s'est fini là. En BD et pour être honnête je pense que c'est le cas de Michael et Bastien aussi parce qu'eux aussi ils ont beaucoup de projets à commencer par le fait qu'ils ont une famille avec des enfants mais ils ont aussi beaucoup de projets artistiques je pense qu'on réalise pas encore que c'est fini
Parce que voilà, des fois, tu sais, on pense que notre cerveau il est en train de processer tranquillement le fait que il va falloir s'y remettre au prochain Angoulême. On va se remettre à parler du tome et ça va pas revenir, non. Je pense qu'on le sait pas encore. Mais on est déjà mort. Non, mais c'est aussi une belle aventure qui se termine pour ouvrir une nouvelle page aussi, quoi. C'est vrai. Sur la semaine, il y a quand même le manga, l'animé, le jeu vidéo. Ils sont en train d'écrire une saison 2 de la semaine. Qui porterait sur la fin la fin du manga ou ce qui porterait ou sur la fin de la série. C'est entre les deux. Voilà, c'est entre la fin de la BD. Non, c'est n'importe quoi. C'est entre la fin de la saison 1 et le début de la BD. Et ça sera 6 OAV. On appelle ça des OAV. Ouais. Des OAV. 45 minutes. Comme les Japonais. Allez, on va faire des petits OAV maintenant. Ben ouais, pourquoi pas. Vu que maintenant, avec les nouvelles plateformes, l'explosion des formats fait faire un peu qu'est-ce que tu veux. Pourquoi être contraint du 26x26? Non, mais c'est vrai. Machin, je retiens 2. Je fais plus 3. Non, ouais, c'est vrai que les OAV, c'est un format rarement réussi d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'OAV réussis, hein, soyons tout à fait honnêtes. Non, c'est 3/4 d'heure, ça se rapproche du 50 minutes de fiction, tu vois, des trucs comme ça, mais en anime. C'est une volonté que chaque épisode soit aussi un petit peu autoconclusif, qu'il y ait un côté unitaire, mais en même temps c'est réalisant, centré sur un personnage à chaque fois. Et puis, à la Cowboy Bebop. Ouais, à la Cowboy Bebop, ouais. J'aime bien je sais pas trop en fait. Et pas de retour à la BD ou au manga pour toi? Peut-être, je sais pas. Là, en tout cas, il y a tellement de trucs à faire en anime. Là, en ce moment, c'est vrai que l'animation, c'est tellement bien quand même. Quand on fait l'animation, c'est tellement bien de voir des personnages bouger comme ça, avec des voix, de la musique et tout ça. Mais j'adore la BD, hein, mais ce truc de travailler en groupe aussi, c'est quand même assez cool, même si les gens sont des têtes de cul de manière générale. Enfin, on est tous des têtes de cul ensemble dans la même direction, c'est ça. La BD, c'est un petit peu trop solitaire, je trouve. Même si sur la semaine, on avait la chance du coup d'être 3, donc on pouvait avancer. La BD, peut-être si je reviens dans une configuration un petit peu de groupe comme ça. J'aime bien être en groupe parce que tout seul, je suis nul. Ça me permet de, tu vois, je pense que je ferais un foutu de faire le quart de la moitié de ce que j'ai pu faire, accomplir, tu vois, si j'avais été tout seul. C'est quoi ta dernière lecture, par exemple? Ça doit être un manga. Oui, non, moi en ce moment je lis Astral Lost in Space. Ah, c'est cool! J'adore ça. C'est hyper cool, hein. C'est chez Nobi. En fait, il y a quand même des retournements de situation à chaque fin de tome, quoi. Ah bah là, on est sur de l'écriture efficace, on va dire. On est sur du page turner, t'as l'impression que. C'est ultra efficace, c'est vénère. Il y a 5 tomes. Dernier, là, au 5 c'est fini. Ouais, au 5 c'est fini. En même temps, ouais, parce que le 4, moi honnêtement, le 4, je m'y attendais pas, le petit plot twist. Ah, j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. Donc j'ai rien dit, mais ouais, putain, il y a. Ça, c'est au 3, ouais. En plus, le truc qui est rigolo, c'est qu'ils te font un bon gros plot twist de ouf. Et après, ils t'en gardent encore un autre pour la fin. Tu sais, là, les mecs, ils te font: ah, mais attends, parce que j'ai vachement bossé le scénar, tu vas voir, je vais te retourner, je vais te casser les jambes. Ouais. Non, c'est assez cool. Je suis assez très agréablement surpris. Et t'as lu quoi d'autre comme. Je lis un petit peu, tu sais, sur l'application Manga Plus. De la Shueisha, hein. De la Shueisha, ouais, je regarde qu'est-ce que. Le dernier truc. Non, j'aime bien Chainsaw Man, c'est cool. Ouais, c'est par l'auteur. Il avait fait chez Fire Punch, chez Kazé à l'époque. Ah, c'est lui? Ouais, c'est le même. Et Chainsaw Man, ouais, ça raconte l'histoire d'un mec qui se lie avec un démon chêne et qui se transforme en gros chêne qui défonce les monstres, quoi. En tronçonneuse, ouais, ça. En fait, le truc que j'ai remarqué récemment, c'est que dans les dernières séries qu'il y a dans le Jump, bon, le scénario, ça va, ça vient, hein, mais alors les dessins, j'ai l'impression qu'elles sont toutes bien dessinées. Oui. Genre, contrairement à il y a encore pas si longtemps que ça, où t'avais toujours les trucs un peu pétés, mais c'est pas grave, tu vois, parce que le scénario, il y a des rebondissements et tout ça. J'ai l'impression que la moindre merde, elle est avec un mec ou une nana qui dessine, mais comme un dieu. Moi, je suis assez épaté par le niveau. The Promised Neverland, je me suis arrêté au 3e tome, mais c'est vachement bien ça. Samurai 8, le nouveau truc du mec qui a fait Naruto. Le dessin, il est mongolien tellement il est ouf. C'est incroyable. Par contre, j'ai rien compris. C'est pas lui qui dessine, hein. Il est au scénario. Ouais, c'est lui qui fait le scénar. Mais alors, j'ai rien compris. Le scénar. Il est assez difficile d'approche, le scénario au début. Mais par contre, le dessin est assez ouf. Black Clover, c'est très bien. Au début, moi, Black Clover, j'étais dubitatif, mais en fait, c'est ouf. C'est ouf. Ça marche. Ça marche de ouf. Ouais. C'est vraiment, je te mets du sel, je te mets du poivre sur des pâtes.
où tu fais une carbo, tu vois. C'est genre, j'ai encore de la carbo. Oui, mais putain, mais c'est bon. Ouais, non, mais. My Hero Academia, c'est, alors pour être honnête, je lis plus le spin-off Vigilante parce que j'adore Bettencourt, le dessinateur. Je suis ultra fan de ce type. Et même là, il est clairement à 20% de ce qu'il sait faire. Du 20% de Bettencourt en dessin, c'est mieux que 90% de la production actuelle. 99% si on compte la production française. Dr. Stone, je m'en bats les couilles. Ah ouais. Attends, mais Dr. Stone, moi j'avoue, je suis à fond. Plein de gens sont à fond, hein, franchement. Il faudrait que j'ai lu le. En plus, dessiné par Boichi. Il fait quand même des posings de malade, il s'est hyper bien dessiné. Alors moi j'ai un problème avec Boichi sur Dr. Stone, c'est que je trouve que c'est au niveau dessin, c'est clairement pas au niveau de ce qu'il a fait. Ah mais oui, bah ouais. Mais là on est sur du jeunesse entre guillemets, du coup il peut pas se lâcher sur... Ah non, je parle pas forcément en termes de fanservice ou de culotte, je trouve que techniquement j'ai l'impression de regarder ses premiers one-shots qu'il faisait là en Corée là. Et je trouve qu'il y a alors c'est sans doute dû à sa réalisation qui est genre en mode vénère, je pense 15 aussi. pages par semaine, mais je trouve que c'est moins bien tanké que... Moi j'adorais le truc avec les Yakuza là. Sunken Rock. Ah ça j'étais fan. Bah il avait du temps, tu vois, même derrière sur Sunken Rock, tu vois juste les personnages qui sont hyper bien travaillés, le décor qui est ouf. Sunken Rock c'était vraiment bien. C'est pour ça que tu vois, Dr. Stone, je commençais à voir le truc, je fais oh putain, ça a l'impression que c'est un vieux truc de lui. Mais en fait c'est hyper pédagogique quoi. Ah mais oui, là on est sur... il y a le côté un petit peu éducatif. Ah ouais, là c'est vraiment sur le côté hyper éducatif. C'est vrai, j'avais oublié que c'était un peu ça. Ouais. C'est Fred et Jamy avec un peu plus de nibar. C'est ça. Et de bagarre. Et de bagarre aussi, ouais. Du coup, ça fonctionne. Au scénario, c'est celui qui a fait Alchid 21. Ah, le mec qui était scénariste d'Alchid 21 ? Ouais. Du coup, ça fonctionne, quoi. Le gars, il est hyper pédagogue. Ça marche. Alors franchement, alors peut-être qu'il faudrait que je persévère un peu, parce que, voilà, j'ai pas accroché. J'aime bien Boichi, j'aime bien le mec qui a fait le scénario d'Alchid 21 et dont on se rappelle pas le nom. Je rappelle. Alchid 21, c'est mieux que One Punch Man. Blah, niqué de daronne. Comment il lâche ça, tu vois. Ah. L'animé de One Punch Man, c'est pénible. Oh. Moi j'aimais bien le manga. Quand il sortait en version méga vénère numérique sur le Jump numérique, c'était complètement pensé pour le numérique. Oui, la première version. La première publication de One Punch Man, faut quand même. Les gens ont tendance à l'oublier. Mais la première publication de One Punch Man, c'était pas dans le Shonen Jump classique. C'était dans le Shonen Jump web, le truc où personne n'allait. Un peu comme Slash. Ouais. Non, enfin, c'est qui me donne de l'argent. Voilà, c'était un truc où... Murata, pardon. Oui, parce que c'est Terada, c'est Boichi Terada qui est sur Okutonoke. Vous aurez rectifié de vous-même, bande d'otaku. Murata, ouais, en fait, c'est juste que quoi, il a vu le truc de One, ça l'a fait gaulerie, il s'est dit putain, ça serait encore plus gaulerie si c'était genre dessiné vénère. Ouais. Il avait raison. Et sauf que je pense que derrière, les tantos au Japon, ils ont fait ouais, je suis pas trop sûr, Moumou, tu veux pas faire Aichi 22 plutôt, enfin, je sais pas. Et je dis, ça c'est dans ma tête, hein. Ça se trouve c'est absolument pas ce qui s'est passé, hein. Faudrait demander au gars. Mais du coup ils l'ont mis sur internet, c'est-à-dire que c'était pas fait pour une prépub papier, c'est-à-dire il suffit de voir dans les premiers tomes genre les suites de double page vénère, parce que c'est pas fait pour être lu sur papier en fait, c'est fait pour être juste cliqué en mode turbo média à la japonaise, et c'était trop bien. Et donc du coup après ils ont fait et du coup les gens l'ont lu, du coup ils ont fait c'est mortel et tout ça machin, du coup on va le faire en vrai manga, on va le faire en mode papier. Mais il y a, moi sur One Punch Man, il y a sur le tome 7, il y a un moment où tu peux flipper le bouquin. Ouais. Et genre ça fait l'animation, je trouvais ça ouf. Ouais. Ça, c'est le mec il a fait des frames mais en mode tout gratté, tout bien. Et en parlant de Turbo Media, du coup tu l'utilises encore pour Marvel ou pas? Moi j'ai plus trop le temps de faire des trucs que ce soit pour Marvel ou d'autres personnes dans Turbo Media. J'aimerais bien, il y a plein de moments où je me dis putain j'aimerais reprendre le truc et puis surtout sortir de cet écosystème qui est leur attache à la bande dessinée pour aller à fond dans explorer à fond en fait ce truc là dans le visual novel, dans un truc comme ça, un truc identifié comme étant du gaming, même du gaming avec gameplay ultra réduit, mais juste le salut le salut de la narration numérique, on va dire, voilà, elle est dans les Kuso games, dans les dojin games, dans les visual novels, dans tous les trucs maintenant qu'on peut choper sur la Switch, je pense que c'est là qu'il faut se marrer, et puis juste abandonner totalement
Ouais, tu vois, tu vas BD, voir. quoi. Ouais, tu vois La plus un BD, truc- c'est le webtoon maintenant, tu vois. La BD Ouais. numérique, c'est le webtoon. Point barre, point à la ligne. C'est ce qui fonctionne, en tout cas en Corée. Bah ouais, quand sur Line, tu vois sur tous les webtoons qui sortent et la vue qu'il y a sur les webtoons. Ah oui, non, c'est vénère. Moi, je parlais des auteurs coréens, j'en revenais pas. Tu sais, moi, je suis un petit auteur, je fais que 200 000 vues, de 300 000 vues par semaine de mon épisode, tu vois. Pendant ce temps, tu vois, Michel Boulard en train de sortir son truc en couleur directe, avec 56 planches couleurs tous les 2 ans. Si tu veux, le mec, il pleure. Il s'en fout d'ailleurs, parce que je pense qu'il a pas internet, il est dans la Creuse, tu vois. Et il a pas vu qu'un 4 cases en webtoon. Il s'en fout, il se dit qu'il se fait pas le même métier. Mais non, ce qui est fou, c'est de voir qu'effectivement, la BD numérique qui fonctionne, c'est vraiment le webtoon. Et toi, tu vois plus animé, toi, du coup. Non, je sais Même pas. À un moment, j'aurais bien aimé faire du webtoon. J'avais avec Raph. Rafshan, ouais. Rafshan, elle avait un projet de webtoon et tout ça, on avait bossé, tu sais, elle m'envoyait ses boards et tout ça, parce que c'est fascinant. Moi, j'adore toujours la narration autre que la page. Et la narration webtoon, il y a plein de trucs à faire sans aller dans les saloperies en mode de parallaxe ou je ne sais quoi. Il y a plein de trucs super intéressants à faire. Et d'ailleurs, qui sont faits en masse par les Japonais. Les Japonais sont battus par les couilles du webtoon des Coréens. Mais non, pour le Turbo Média, moi, je pense que c'est là où il s'exprime le mieux. D'ailleurs, je le vois, c'est son habitat naturel. C'est ce que faisaient les Japonais dans les intros de jeux vidéo dans les années 80, tu vois. C'était de jouer avec les cases, avec des trucs comme ça. Ouais, moi, je n'espère pas, j'aimerais faire une expérience narrative qui emprunte au Turbo Média et aux jeux vidéo à terme. Ça, c'est là que j'aimerais aller, en tout cas, avec le Turbo Média, parce que bon, putain. Par rapport à tout ce que t'as fait, est-ce qu'il y a un truc que t'as vraiment kiffé faire? Ah oui, tout. Mais t'es malade, toi. Moi, depuis que je suis gamin, je veux faire tout ce que je fais maintenant. Je veux faire du dessin animé, je veux dessiner du cul, je veux faire du BD, je veux m'amuser plus que de me faire chier. Pour l'instant, je suis content, ouais. En plus, là, il y a vraiment... c'est pas comme si, j'ai trouvé un travail dans le dessin, je fais des props sur les debugs, même si j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des props sur les debugs. J'adore les debugs. Hein. Mais tout le monde adore les debugs, c'est très bien. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'anime jeunesse, vraiment pur et dur, tu vois. Donc, je sais ce que c'est, et c'est là que j'ai rencontré les artistes, les artisans, pour pas froisser des gens qui font du vrai BD en noir et blanc, roman graphique. J'ai rencontré les artistes les plus humbles et les plus doués que personne ne connaît parce qu'ils n'ont pas de compte Twitter. Donc voilà, je suis très heureux de faire ça. Je suis très heureux de travailler dans l'animation. Même si je me rends pas bien compte parce que le dernier tome n'est pas encore sorti. Donc on est toujours avec la peur au ventre avec Bastien et Mickaël, que les gens nous disent « Oh bah putain, tout ça pour ça, allez vous faire enculer, bande de gros nazes ». Moi, je suis très fier d'avoir fait la semaine avec Bastien et Mickaël et que ça ait permis aussi à la semaine de la série animée d'exister derrière. Honnêtement, moi, je suis très content, j'ai envie que ça continue, surtout c'est ça. Et ce qui est super cool, c'est que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille, c'est que c'est tout le temps vénère, c'est tout le temps du combat. T'as beau l'impression d'avoir accompli ne serait-ce qu'un tout petit peu quelque chose en faisant un bon tome de la semaine, peut-être un deuxième, le troisième il est pourri, le quatrième il est mieux. Et après tu fais des cassos, un sketch, deux sketchs, Vermine, nanana, tout ça, Pipoudou. À chaque fois t'as l'impression de remettre vraiment ta ceinture en jeu et de devoir apprendre encore plus sur le prochain et de faire en sorte qu'il y ait un prochain surtout. Mais en tout cas, tout ce que j'ai fait avec tous mes copains de l'amitié jusqu'à présent, moi je suis ravi. Moi je peux mourir demain, j'ai aucun regret. Est-ce que tu aurais un tout dernier mot à dire? Scolopendre. Parfait. Ça c'est joli. C'est joli, scolopendre. C'est dégueulasse par contre. Au goût c'est un peu âcre. Ah, t'en as mangé? Non, jamais.